Nous allons passer à notre deuxième audition. Je vous prie de nous excuser pour le retard. Vous savez, la pêche, c'est un sujet qui est très émotionnel dans nos territoires. Je vous adresse aussi mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Donc, toujours dans le cadre de la préparation du rapport sur les enjeux pour les Outre-mer au prochain cadre financier pluriannuel 2028-2034, nous poursuivons notre matinée d'audition en recevant à présent Monsieur Emmanuel Puisset-Jouvin, secrétaire général des Affaires européennes. Soyez le bienvenu au Sénat. Nous vous remercions, Monsieur le secrétaire général, d'avoir répondu à notre invitation, car vous occupez un poste stratégique au regard des problématiques que nous étudions et sur lesquelles nos trois rapporteurs, Olivier Bitz, Georges Naturel et Saïd Omar Oili, souhaitent vous interroger. Vous êtes bien accompagné puisque vous êtes entouré de Monsieur Ludovic Butel, secrétaire général adjoint, Monsieur Jean-Philippe Dufour, chef du bureau mobilité, maire et territoire, Baptiste Cuens et Quentin Poignonnec, adjoint au même bureau mobilité, maire et territoire, ainsi que Madame Constance Deller, chef du bureau Parlement. Vous connaissez les inquiétudes soulevées par les propositions de la Commission européenne et la crainte d'une baisse des fonds européens, notamment du POSEI, du FEDER et du FSE, en cas de mise en œuvre de ces propositions. Les inquiétudes portent aussi, comme vous le savez, sur la remise en cause de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les négociations sont en cours et s'annoncent ardues. Le SGAE aura un rôle clé pour garantir que les intérêts et priorités français soient intégrés dans le futur cadre. Aussi, face à ces enjeux, nous souhaitons savoir comment vous comptez consolider les acquis de cette construction européenne pour les RUP français. Pouvez-vous nous éclairer sur l'état des discussions en cours avec la Commission et sur les orientations suivies par la France? Au-delà du volume de financement et de leur répartition, si des adaptations devaient être introduites dans le cadre du prochain CFP, sur quel point devraient-elles, selon vous, porter en priorité? À cet égard, je note qu'on reproche parfois aux régions ultrapériphériques une sous-consommation des crédits européens et lors d'une audition, le chiffre de 200 millions de dégagements fin 2025 d'office avait été avancé par le directeur général de l'Outre-mer. Qu'en est-il réellement sur le dernier exercice? Cette menace a-t-elle pu être écartée? Voici quelques-unes de nos questions que nous développons après votre propos liminaire sur la base de la trame qui vous a été transmise. Je laisserai ensuite nos rapporteurs et nos collègues, que je remercie, le soin de vous interroger plus précisément. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. D'abord, un grand merci pour votre invitation qui me donne l'occasion, avec mes collègues, de parler de ce sujet tout à fait essentiel qu'est l'outre-mer. Avant d'y venir, peut-être vous dire ou vous rappeler ce que nous sommes en tant que SGAE. C'est parfois connu, parfois j'observe que ça l'est moins. Donc le secrétariat général des Affaires européennes est un service du Premier ministre qui se compose d'à peu près 200 personnes qui viennent de toutes les administrations, du privé. Il y a des compétences nombreuses et variées dans tous les domaines et qui est chargé d'arbitrer les positions françaises qui sont ensuite portées à Bruxelles dans les négociations. Donc notre travail est de coordonner l'interministériel et de trouver un chemin pour que les intérêts français soient portés et le soient d'une façon cohérente et unie, du niveau, je dirais, le plus technique des groupes de travail au Conseil jusqu'au niveau le plus politique lorsque les ministres eux-mêmes se déplacent à Bruxelles. Il y aurait beaucoup plus à dire, mais en substance, c'est notre travail. Donc nous passons par définition notre vie avec l'ensemble de l'interministériel, notamment avec Eric, que j'ai salué à l'instant, Monsieur Banel. Et c'est notre vocation, c'est notre mission. Et c'est assez singulier, c'est pas l'objet de cette audition, mais c'est assez singulier en réalité quand on regarde la façon dont nos partenaires sont organisés dans l'Union européenne, où vous avez des systèmes qui parfois sont extrêmement différents. Les Outre-mer, c'est un sujet dont moi je suis secrétaire général depuis plus de 3 ans désormais, 3 ans et demi, dont on a vraiment souhaité faire une priorité d'action au sein du SGAE,
tant cette question est fondamentale, structurante, et tant, je vais y revenir, il est essentiel que la France, dont la situation est naturellement singulière au sein de l'Union européenne, sujet sur lequel la France doit pleinement s'engager. Quelle est la situation aujourd'hui ? Si je tente de la qualifier, de la caractériser, et ça peut naturellement se prêter au débat, je pense qu'il y a aujourd'hui un double constat problématique. Le premier constat, c'est que les territoires ultramarins vivent trop souvent, encore trop souvent, leur rapport à l'Europe sur un mode qui serait celui de la contrainte, avec les difficultés, et je vais y revenir naturellement, sur la question de la bonne mobilisation des fonds européens, sur la question évidemment des normes européennes et de leur caractère souvent inadapté. Donc ça, c'est le premier constat. Le second constat, c'est qu'on peut avoir aussi le sentiment, et j'essaye de faire un constat juste, que l'Union européenne peut-être s'est insuffisamment parfois investie sur ce sujet-là. Et donc pour nous, très clairement, il s'agit de changer cela. Ce double constat, à nos yeux, n'a vraiment pas de sens. D'abord parce que ces territoires, et j'inclus, mon raisonnement concerne les RUP comme les PTOM, pour être très clair, même si bien évidemment il y a des distinctions fondamentales. Cette situation n'est pas tellement justifiée parce que ces territoires devraient pouvoir tirer pleinement profit de leur appartenance à l'Europe. Pour ce qui est des RUP, ça leur permet de participer à l'un des marchés les plus intégrés au monde. Ça n'est pas tout à fait rien. Et il y a évidemment énormément de financement à la clé. Ça concerne aussi les PTOM, les pays territoires d'outre-mer, sur lesquels je reviendrai. Parce que quand je dis que l'outre-mer est vraiment une priorité de notre action, c'est vraiment sur les RUP et sur les PTOM. Et je trouve que parfois on oublie un peu les PTOM. Donc c'est fondamental. Et pour l'Union européenne, si on se place du point de vue de l'Union européenne, ces territoires sont clairement une chance et un atout. L'Union européenne, depuis quelques années, et la France y a beaucoup contribué, a voulu se doter d'un agenda, appelons-le ainsi, géopolitique. Pendant très longtemps, l'Europe n'avait pas fait sienne cette logique-là. Elle a désormais compris que nous n'avions pas d'autre choix en tant qu'Européens que de nous en occuper. Ce ne sont pas les événements en cours qui me donneront tort en la matière. Les territoires ultramarins, qu'apportent-ils à cet égard ? Ils apportent, excusez-moi du peu, une assise territoriale et géographique à cette ambition géopolitique, qui permet à l'Union européenne de rayonner sur l'ensemble de la planète. Alors, je ne voudrais pas être injuste et dire que du côté de l'Union européenne, rien n'est fait, loin de là. Peut-être avez-vous en tête la stratégie relative à l'Indo-Pacifique que la Commission, à l'automne 2021, avait produite et qui, c'est très intéressant de le constater, c'est un document qui doit faire une quarantaine de pages. La première note de bas de page, que fait-elle ? Elle énonce exhaustivement l'ensemble des territoires ultramarins de la région. Et nous y trouvons évidemment l'ensemble de nos pays et territoires d'outre-mer. Donc il y a une conscience de cette importance. Mon point est juste de dire qu'on devrait et on pourrait faire beaucoup plus. De même, on y reviendra peut-être dans la discussion, le programme d'investissement en matière d'infrastructure qu'on appelle Global Gateway, en bon français, embarque aussi les territoires ultramarins. Et dans les propositions qui ont été faites de cadre financier pluriannuel, le sujet est aussi présent. Mais mon point vraiment, le message que je souhaitais vous partager ce matin, c'est que il faut absolument qu'on arrive à transformer ce double constat en une double opportunité. Évidemment, je pourrais développer le propos aussi, on y reviendra peut-être dans la discussion, sur les richesses au sens économique du terme, compte tenu de la richesse en matière de matières premières critiques que ces territoires recèlent également. L'Union européenne, en décembre dernier, s'est dotée d'une doctrine, c'est la première fois qu'elle le fait, de sécurité économique. Évidemment, dans le cadre de cette doctrine de sécurité économique, les dépendances stratégiques de l'Union à l'égard de certaines matières premières sont évoquées. Et nous-mêmes, Français, avions, lors de la présidence du Conseil en 2022, développé ce qu'on a appelé depuis un agenda de Versailles, listant l'ensemble des vulnérabilités critiques de l'Union dont nous devons sortir. Il est évident que, de ce point de vue-là, la richesse de ces territoires doit être regardée aussi à cette aune. Donc il faut faire évoluer ces réalités, a fortiori dans un monde qui ne cesse de se durcir, fondé sur une exacerbation des rapports de force,
sur une brutalisation des rapports de force de plus en plus bruts, pour ne pas dire de plus en plus brutaux. Et on en revient presque à des éléments extrêmement basiques de ce qu'est le rapport de la puissance à des territoires, si vous me permettez de le dire ainsi. Donc il y a un énorme enjeu géopolitique, géostratégique. Notre pays a un rôle évidemment très particulier sur ces questions-là, puisque, et cela a été renforcé depuis le départ des Britanniques de l'Union européenne, nous sommes le seul à avoir autant de territoires ultramarins. Comme vous le savez, nous avons 6 régions ultrapériphériques, 6 pays et territoires d'outre-mer. Vous connaissez par cœur la distinction entre les RUP et les PTOM. Je me permets juste de préciser, parce que parfois il y a une forme de confusion. Si le droit de l'Union européenne ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer, puisque le rapport entre ces territoires et l'Union est fondé sur un régime dit d'association, une décision d'association qui est négociée, il n'en reste pas moins que l'ensemble des citoyens qui peuplent ces territoires-là sont des citoyens européens. Ils participent à l'élection de députés au Parlement européen. Donc c'est très important de l'avoir à l'esprit. La distinction est évidemment majeure, mais il faut bien avoir cela à l'esprit. Et les PTOM sont éligibles à, bien sûr, des financements dans le cadre de ce qu'on appelle la DAOG, la décision d'association Outre-mer-Groenland, mais aussi à beaucoup de fonds en gestion directe. Et j'y reviendrai parce que c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Donc notre pays a vraiment un rôle très particulier. Nous ne sommes pas seuls, évidemment. Nous travaillons à chaque fois que nous le pouvons avec nos amis portugais et espagnols s'agissant des régions ultrapériphériques. Mais néanmoins, il faut être conscient de ce que la situation est quand même différente. Ils ont moins de RUP et surtout, elles sont moins, comment dirais-je, diverses que les nôtres, puisque là je parle, s'agissant du Portugal, des Açores et de Madère, ou des Canaries pour les Espagnols, elles sont en réalité, au sens géographique du terme, beaucoup plus européennes que les nôtres, qui sont éclatées absolument partout dans le monde. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit. C'est important quand on a en tête, et je vais y revenir, la question de l'adaptation des normes européennes. Les difficultés auxquelles nous pouvons faire face avec nos propres RUP ne sont pas forcément les mêmes que celles des Portugais et des Espagnols. S'agissant des PTOM, là aussi, nous ne sommes pas les seuls à en avoir. Les Néerlandais aussi en ont un certain nombre. Mais là encore, les nôtres sont éclatés sur l'ensemble de la planète. Donc notre pays a un rôle très important. Sur cette base, alors que portons-nous ? L'objectif, il est clair, c'est mettre l'outre-mer au cœur du projet européen. C'est fondamental. Et encore une fois, si ce n'est pas nous qui le faisons, on peut se dire qu'il y a un risque que ça soit moins porté. Pour des raisons géopolitiques, pour des raisons économiques, je dirais pour des raisons tout simplement aussi démocratiques. Je rappelais à l'instant que ce sont des citoyens européens. On parle de 5,8 millions de personnes en tout. Donc ça n'est évidemment pas rien. C'est important d'avoir ça à l'esprit parce que la Commission a l'intention de réviser la stratégie sur les RUP dans un proche avenir. Et donc, évidemment, nous saisissons cette occasion pour pousser un agenda extrêmement offensif en la matière. Donc ça, c'est l'objectif très clair que nous nous assignons. Il se traduit par 2 priorités majeures. La première, c'est tout faire pour que ces territoires bénéficient à plein des financements européens. La seconde priorité, c'est l'adaptation des règles européennes. Et notre audition tombe à point nommé, puisque nous sommes bien évidemment en ce moment même entrés dans le vif du sujet en ce qui concerne la négociation du nouveau cadre financier pluriannuel 2028-2034. Mais avant de revenir au cadre financier pluriannuel, l'enjeu de court terme, c'est de garantir la bonne consommation des fonds en gestion partagée, comme on le dit. C'est un sujet qui est tout à fait essentiel, parce que ces fonds, vous le savez bien, ils apportent énormément à ces territoires, et parce qu'il y a toujours une crainte qui est assez récurrente d'une sous-consommation des crédits en la matière. Alors, là-dessus, il faut être très précis. Quelle est la photo que l'on peut faire du sujet ? 2014-2020, globalement, il y a eu assez peu de dégagement d'office. Lorsqu'on regarde dans le détail les choses, vous avez, à l'échelle de la France, sous le contrôle de mes collègues, à peu près 250 millions d'euros, 260 millions d'euros de dégagement d'office. S'agissant des régions ultrapériphériques, ça couvre la moitié, à peu près. Donc on arrive à un taux qui avoisine les 98,5,6%.
Donc c'est plutôt une bonne performance. Il reste que, on pourrait se dire que 130 millions d'euros, ça n'est pas rien. Évidemment, pour ces territoires, c'est très important de pouvoir garantir l'absolue consommation de ces fonds. Mais disons que la performance doit être fondée sur la réalité de ces chiffres. S'agissant de l'actuelle programmation, on n'a pas encore tous les chiffres consolidés. On est en train de les avoir, mais, donc là je parle de 2025, il y avait beaucoup de craintes l'an dernier, sans doute le savez-vous, fondées sur des risques de dégagement d'office très lourds, pouvant impacter directement les RUP. Les derniers signaux que nous avons, tout ça est encore une fois en train d'être consolidé, sont plutôt encourageants sur le fait qu'on devrait pouvoir normalement éviter les dégagements d'office. Donc si elle se confirme, ce serait évidemment une très bonne nouvelle. Et l'indice de ce que, comment dirais-je, la mobilisation collective, je vais y revenir, elle porte ses fruits. Cette mobilisation collective, c'est d'abord évidemment celle qui concerne les exécutifs régionaux, puisque, à l'exception de Mayotte et de Saint-Martin, la compétence a été décentralisée, comme vous le savez. Mais l'État est à disposition des exécutifs régionaux lorsqu'il le faut. Et s'agissant de la programmation 2014-2020, je porte ceci à votre connaissance si vous ne le saviez pas, l'État avait proposé, dans le respect des compétences naturellement, des régions, que des renforts en termes d'ETP puissent être apportés à celles des régions le souhaitant, en déploiement de personnel, pour pouvoir augmenter les taux de certification et favoriser la clôture des programmes. Je crois que ça a été apprécié. Et ça a permis, on avait constitué une petite cellule en fait à l'appui de ces régions-là. On l'avait fait aussi pour les cas où l'État a retenu sa compétence, donc pour Mayotte en particulier. On a aussi, et c'est intéressant, pleinement utilisé les flexibilités offertes par le droit de l'Union. Sans doute avez-vous entendu parler du programme Restore, qui a été mis en place l'an dernier, et qui a permis de mobiliser des crédits utiles pour Mayotte, par exemple, mais pas seulement, à hauteur de près de 300 millions d'euros. Et donc ça s'est traduit très concrètement par de la reprogrammation qui a permis aussi de ne pas perdre de crédits. Donc sur les questions budgétaires, garantir la bonne consommation des fonds est essentiel. Et si le constat que je fais des informations qu'on a fraîchement reçues sur 2025 sont encourageantes, néanmoins, j'attire l'attention sur le fait que ça doit rester un sujet de vigilance très très grande. Le taux de dégagement d'office augmente l'année prochaine, en 2026. Donc il faudra avoir consommé beaucoup plus pour être sûr de ne pas être frappé par une mesure de dégagement d'office. Sous le contrôle des collègues, on passe de 12 à 30%. Donc évidemment, il faut être conscient de cela pour ne pas perdre d'argent à la fin de l'année 2026. Le deuxième enjeu, c'est naturellement la négociation qui a débuté sur le cadre financier pluriannuel, où là, pour le dire très rapidement, la Commission a mis sur la table une proposition en juillet dernier qui est un changement complet d'approche, changement complet d'architecture, et qui provoque des préoccupations. Parce qu'on n'y retrouve pas les éléments dont on avait eu jusqu'alors connaissance, auxquels on était extrêmement attaché. Évidemment, je pense au POSEI, évidemment, je pense à l'ASRUP, l'allocation spécifique en matière de RUP. Et donc, pour nous, c'est majeur de pouvoir redonner toute leur place et leur visibilité à ces instruments qui ont fait la preuve de leur efficacité. Peut-être avez-vous vu que dans le courrier que le Premier ministre a adressé aux agriculteurs, pas plus tard que ce week-end, il a redit que sur le sujet de la PAC, un des combats majeurs de la France sera le POSEI. Donc on va travailler à cela de façon extrêmement forte. Est-ce que, d'un point de vue strictement budgétaire, il faut être alarmé ou alarmiste? La réalité, c'est qu'en fait, quand on regarde les enveloppes, et je dis ça alors que la négociation commence à peine, les enveloppes devraient nous permettre, a priori, de reconstituer ce que nous avions sur la période précédente. Là où il y a un peu de difficulté dans le débat européen ou dans la compréhension des propositions de la Commission, c'est qu'on n'y retrouve pas les fonds habituels, et surtout la Commission a procédé à une distinction cardinale entre des fonds sanctuarisés, ce qu'on appelle en bon français le ring-fenced, peut-être avez-vous entendu ce joli jargon bruxellois, et ce qui n'est pas sanctuarisé. Et donc quand on regarde ce qu'il en est, c'est là qu'on se dit, mais ce qui est sanctuarisé ne correspond pas aux enveloppes précédentes. On a cette question sur la PAC, de manière générale, on l'a sur la cohésion. Alors, si j'en viens aux RUP, les RUP sont, comment dire, dans une enveloppe qui est sanctuarisée, à hauteur de 3,7 milliards d'euros. Simplement,
Donc, elles sont toutes couvertes. Pourquoi elles sont dans une enveloppe sanctuarisée? Parce que la Commission a dit, pour les régions moins développées, c'est-à-dire celles dont le PIB, comment dirais-je, est à 75% de la moyenne communautaire, il doit y avoir une enveloppe sanctuarisée. Ce qui est désormais le cas pour toutes nos RUP. Sans doute avez-vous en tête que dans la période précédente, la Martinique était à 78%. Donc, maintenant, elle est passée en dessous des 75. Là où on a quand même un sujet, nous, Français, c'est que dans cette catégorie-là, vous avez 4 régions françaises qui rentrent aussi. Vous avez le Limousin, la Picardie, la Lorraine et la Franche-Comté. Donc évidemment, on ne parle pas simplement de nos 6 RUP, on parle aussi des régions métropolitaines. Donc on se retrouve avec 10 régions. Donc qu'est-ce que ça veut dire 3,7 pour poser clairement les termes du débat. Et il n'y a plus d'ASRUP spécifique, qui est encore une fois fondamental, vous le savez bien, pour traiter la question en particulier des surcoûts fondamentaux. L'ASRUP, c'était quand même 654 millions d'euros sur la période actuelle, donc c'est pas rien comme financement. Donc que faisons-nous en ce moment? Nous regardons comment être extrêmement offensif, évidemment, sur ces questions budgétaires-là, et voir si, sur la base de l'enveloppe globale que la France s'est vue proposer par la Commission européenne, qui s'élève hors interreg à 90 milliards, il est possible de reconstituer des enveloppes en allant chercher, le cas échéant, aussi dans la partie qui n'est pas sanctuarisée. Ce travail, il est en cours. Il n'est pas du tout achevé, mais de toute évidence, il y a là une nouvelle approche de la Commission qui suscite légitimement des inquiétudes, des préoccupations auxquelles on entend pleinement répondre parce que ce sera une priorité absolue. S'agissant des PTOM, je ne veux pas les oublier, là aussi, il y a un sujet, puisque sur la DAOG, la décision Association Outre-mer-Groenland, la Commission a proposé de doubler l'enveloppe, qui passe de 500 millions à 1 milliard, 999 millions d'euros, mais qui en réalité reproduit la clé précédente. Alors évidemment, nous sommes dans un contexte un petit peu particulier sur les questions du Groenland, ça ne vous aura pas échappé. Il n'en reste pas moins que nous aurons quand même un sujet qui est de savoir si on ne peut pas réfléchir à une allocation des moyens qui soit plus respectueuse, à nos yeux, de la richesse, de la diversité de nos propres PTOM. Encore une fois, nous en avons 6. Et ils sont, enfin, vous les connaissez très très bien, ils sont évidemment majeurs. Ce sera une négociation, là encore, sur ce sujet. Sur le budget, et pardon, je ne veux pas être trop long dans ce propos liminaire, mais sur le budget, il y a un troisième aspect sur lequel je voudrais insister, parce que là, je n'ai parlé que des fonds en gestion partagée. Il y a aussi les fonds en gestion directe. Pourquoi c'est important? Eh bien, parce que je crois qu'il y a là une source d'amélioration considérable, pour autant qu'on sache s'organiser. Les fonds en gestion directe, à la différence des fonds en gestion partagée, sont des fonds qui ne font pas l'objet d'enveloppes préallouées par État membre. Non. Il faut répondre à des appels à projets lancés par la Commission et, pour le dire d'une formule un peu simple, être meilleur que les autres, dans un contexte où c'est éminemment concurrentiel. D'une manière générale, la France, en matière de captation des fonds en gestion directe, a une performance inégale, je vais le dire ainsi, alors même que, comme vous le savez, la contribution de la France au budget de l'Union ne cesse de croître. Donc on a un besoin collectif de faire beaucoup mieux en la matière. Évidemment, c'est compliqué dans les territoires dont nous parlons. Il y a une question de tissu industriel, économique qui peut se poser. Ça suppose une ingénierie particulière, des compétences en matière de gestion des projets. Donc ça n'est pas simple. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas du tout. Il y a de belles histoires aussi qui se racontent. Vous pensez au mécanisme d'interconnexion Europe, par exemple, c'est de la gestion directe. Eh bien, en 2019, ça a permis de contribuer au financement du grand port de La Réunion. On a aussi malheureusement eu un échec en 2023 pour le grand hub portuaire qu'on voulait mettre en place en Martinique. Là, il y a vraiment une source d'amélioration considérable sur laquelle on doit vraiment se pencher. Et a fortiori avec la nouvelle proposition de la Commission sur la table, où on voit bien que, en part relative, les fonds en gestion partagée vont être moins importants que les fonds en gestion directe. Vous avez dans la proposition de la Commission un deuxième pilier, parce qu'elle a tout simplifié avec 3 piliers, un deuxième pilier qui sera consacré aux enjeux de compétitivité, avec des fenêtres thématiques. Donc il y a la santé, le numérique, la défense, la sécurité, l'agriculture, etc. Eh bien, nos territoires, y compris les PTOM, sont éligibles à ces fonds. Donc il va falloir aller chercher ces fonds-là aussi, qui peuvent considérablement profiter à nos territoires. Le second grand enjeu, c'est l'adaptation de la norme européenne
aux réalités ultramarines. Alors, le 349, Madame la Présidente, pour vous répondre, à nous de le faire vivre. À nous de le faire vivre. Il ne peut pas y avoir de remise en cause du 349. Pardon de le dire de cette manière-là, c'est juste le traité, en fait. C'est juste le traité. Le traité prévoit expressément une base qui dit qu'il peut y avoir un sujet de pertinence de la norme européenne quand elle s'applique à ces... Donc là, on parle des RUP, exclusivement, bien sûr, compte tenu, et le traité liste les caractéristiques, l'insularité, la petite taille, l'éloignement, etc. etc. Et donc, il est fondamental que nous nous appuyions beaucoup plus sur cet article, faute de quoi il restera lettre morte. Donc, nous avons fait une priorité aussi d'action au SGE de ce sujet-là, tout simplement parce que nous constatons dans les négociations, ou parfois, hélas, après les négociations, que ce qui est peut-être totalement pertinent quand vous êtes dans le Limousin, ne l'est pas à Pointe-à-Pitre. Et ça, c'est un peu dommage. Alors, quand on arrive à l'anticiper, c'est très bien. On arrive à inventer quelque chose. Peut-être, pour être très concret, avez-vous en tête un règlement sur la construction, les produits de construction? Eh bien, ce qu'on a, dans le cadre de cette négociation, on s'est dit, mais c'est quand même un peu absurde ce raisonnement-là, alors que nous avons certains de nos territoires qui peuvent s'approvisionner auprès de pays tiers, qui ne dépendent pas du marché intérieur, parfois à 10 000 km pour s'approvisionner en produits de construction. Et les discussions étaient très compliquées parce qu'on disait, ah oui, mais attention, logique du marché intérieur, il faut qu'il y ait le marquage CE. On a dit, mais attendez, réfléchissons, faisons preuve de bon sens. Est-ce qu'il est fondamental, nécessairement, d'avoir le marquage CE? Bien sûr qu'il faut un label de sécurité. Naturellement, il ne faut pas faire n'importe quoi, on a besoin de normes. Mais est-ce qu'on ne doit pas adapter, vraiment, c'est vraiment le sens du mot, à la réalité concrète et ce qui se passe dans le monde réel, en quelque sorte? Et que des produits de construction à La Réunion n'aient pas le marquage CE, c'est pas très, très grave, parce qu'a priori, ils n'ont pas forcément vocation à faire 10 000 km pour rejoindre la métropole, où ils ont des besoins locaux, etc. Donc on a organisé cela dans le règlement construction. On l'a fait. ETS Aviation, on a prévu des délais dérogatoires aussi qui s'imposent. D'ailleurs, on aura un sujet pour 2030 qui arrive, qui est très, très important. Mais il y a aussi des cas dans lesquels, malheureusement, on n'a pas réussi. Et donc, on est en train de travailler aujourd'hui. J'y reviendrai peut-être, la déforestation, par exemple. Alors, le règlement est suspendu pendant 1 an, mais de toute évidence, ce qui a été prévu dans le règlement de déforestation n'est pas adapté à la réalité guyanaise. Par exemple, quand vous avez 95% du territoire qui est du couvert forestier, de toute évidence, il y a un sujet. Donc, en tout cas, le 349, et je voudrais vraiment le dire, c'est un article essentiel du traité sur lequel on doit s'appliquer. On doit s'appuyer politiquement d'abord et juridiquement ensuite. Alors, comment réussir tout ça en méthode cette fois-ci? D'abord, évidemment, il nous revient, et je m'arrêterai là, il nous revient d'être nous-mêmes bien organisés. Donc, je vous l'ai dit, on a fait de ce sujet une priorité au SGE. Vous avez ici des collègues qui travaillent sur ces sujets-là en continu. Mais ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai demandé qu'au SGE, il y ait un réflexe RUP dans tous les bureaux. Dans tous les bureaux. Même lorsque on pourrait penser que ce n'est pas nécessairement là qu'il peut y avoir une singularité, il faut qu'on ait ce réflexe. Il faut que nous, en tant qu'administration française, nous ayons ce réflexe. Et nous demandons à chacun des ministères de l'avoir. La DGOM, là, par nature. Mais en réalité, le sujet, il se passe dans les ministères sectoriels. Qu'est-ce qu'on observe? Que souvent, c'est un sujet relatif à l'énergie, à l'agriculture, à l'environnement. Et donc, le ministère de l'Outre-mer n'a pas forcément la capacité pour identifier ce genre de choses. Donc, nous sommes là en soutien, c'est notre rôle. Nous sommes là pour pousser les ministères en ce sens, mais c'est extrêmement important. Deuxièmement, la veille sur les législations. Pardon? Ah non, je n'ai pas dit ça, je ne me permettrai pas. Donc la veille sur les législations, comme je vous ai dit. Et puis, il faut être force de proposition aussi. L'été dernier, en août dernier, nous avons envoyé un document, ce qu'on appelle des notes des autorités françaises, dont nous avons la responsabilité, qui liste pas moins de 32 mesures que nous avons envoyées à Bruxelles, qui liste, et ceci est le fruit d'un travail interministériel, avec les préfectures concernées, auxquelles on a demandé d'ailleurs de faire le travail avec les exécutifs régionaux, pour lister les principaux irritants relatifs à la législation européenne. Quand je dis législation, c'est au sens large. Ça peut aussi être des sujets d'aide d'État ou de concurrence.
vous avez un gros sujet qui est, quand on est à 10 000 km, on peut être dans des logiques purement locales, de marché purement local. Est-on bien sûr que systématiquement, au-delà de la question de principe, on va affecter le bon fonctionnement du marché intérieur parce qu'on va avoir des règles qui nous sont propres? La question mérite d'être posée. Là encore, c'est du bon sens. Donc on a envoyé ce document de 32 propositions pour montrer que nous n'étions pas simplement dans une posture politique qui avait déjà évidemment sa cohérence, mais qu'on avait fait ce travail. Et nous avons, ça a porté ses fruits, puisque une annonce a été faite par le commissaire chargé du sujet, M. Fito, qui s'occupe de l'ensemble des questions relatives aux régions, et qui a annoncé qu'au second semestre de cette année, il y aurait ce qu'on appelle dans le jargon bruxellois un omnibus RUP, c'est-à-dire un texte législatif de simplification. Évidemment, le travail pour nous, ça va être de garantir qu'on y a bien tout ce qu'on a proposé. Ce sera l'enjeu. Ce sera un des enjeux majeurs. Mettre de l'ordre chez nous au plan français, ça vaut aussi sur les questions de financement. Et donc, au SGAE, nous avons créé il y a 1 an et demi une cellule de mobilisation des fonds européens que nous sommes en train de transformer en un pôle à part entière qui s'organise en ce moment et qui aura pour objet de, non pas de faire le travail des ministères à leur place, mais de mobiliser beaucoup plus l'interministériel en apportant une expertise, en expliquant mieux comment ça se passe à Bruxelles, en invitant les ministères à mobiliser l'ensemble de leurs écosystèmes pour que collectivement nous soyons meilleurs, tout à la fois sur, lorsque des questions se posent, la bonne consommation des fonds, d'autant que la prochaine période de programmation va avoir des règles de développement d'office encore plus strictes, mais surtout, comme je vous le disais au début de mon propos, qu'on aille chercher davantage de crédits relevant des fonds en gestion directe. Et naturellement, on regarde aussi comment bien travailler avec les opérateurs de l'État. Pour ne citer que ces opérateurs-là, il y en aurait beaucoup. L'AFD et Expertise France, qui s'est vu confier un mandat d'expérimentation, travaillent beaucoup en ce sens. Je les ai vus il n'y a pas plus tard que cette semaine pour qu'on travaille ensemble sur la question notamment de l'outre-mer. Enfin, en méthode, il s'agit aussi de porter le combat à Bruxelles, par définition. Ça, c'est certain. Et le combat, en fait, il faut être conscient de ce qu'il faut le porter, pas simplement auprès de la DG Régio, pas simplement auprès de M. Fito, le commissaire, mais auprès de l'ensemble des autres directions générales sectoriellement concernées. Parce qu'il est là le sujet. Quand vous allez à la DG Régio, pour être très concret, vous avez une unité RUP. Donc évidemment, vous parlez à des gens qui sont parfaitement au courant de l'enjeu. Mais il faut convaincre le reste. Et donc le réflexe RUP qu'on essaye d'instaurer chez nous, il faut qu'on arrive à l'instaurer aussi à la Commission. Ce qu'on aimerait beaucoup, nous, et je ne sais pas, c'est à la Commission de s'organiser naturellement, c'est que dans les fameuses études d'impact qu'elle ne cesse de produire à l'appui de ces textes, elle se pose à chaque fois la question, mais il y a peut-être un sujet RUP là. Parce qu'en fait, embarquer tout de suite dans la proposition le sujet, c'est beaucoup mieux pour nous. Parce que pour être là encore extrêmement pragmatique, quand vous êtes au Conseil après, vous avez la proposition, que vous constatez que ça ne marche pas pour les RUP, en réalité, il y a quand même potentiellement 24 États que ça laisse totalement indifférents, parce qu'ils n'ont pas de RUP. Donc si la Commission peut être beaucoup plus sensibilisée à ça, elle y est en partie, hein, là encore je ne veux pas faire un jugement trop critique, on y gagnera collectivement. Dernier point, l'influence, c'est évidemment aussi des femmes et des hommes à la manœuvre sur le terrain. Donc on utilise beaucoup l'outil des experts nationaux détachés. Vous savez que la France est le pays qui envoie le plus grand nombre d'experts nationaux détachés dans les institutions européennes. Et nous avons envoyé un END, comme on dit, précisément sur les questions ultramarines il y a quelque temps. Voilà, donc c'est vraiment une priorité majeure de notre action, Madame la Présidente. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long. Merci, votre exposé était vraiment très, très, très intéressant, d'autant que nous sommes en phase et que je peux vous annoncer que la délégation travaille sur l'adaptation normative, sur le traité, l'article 349, puisque nous avons déposé une proposition de résolution européenne que nous sommes allés défendre à Bruxelles le 22 mai dernier et que nous allons poursuivre. Nous avons l'intention d'y retourner cette année, qui permet justement une meilleure adaptation, non pas qu'aux matériaux de construction, mais l'élargir à l'alimentation, l'élargir à l'énergie, l'élargir aussi au traitement des déchets, puisque ce sont
pour ne citer que ces sujets. Nous aurons l'occasion, et je serai ravie de poursuivre après cette discussion avec vous, qui dépasse le cadre financier pluriannuel, puisqu'il y a, vous l'avez fort justement dit, un problème de méthodologie. Il faut aussi que, pour que la France puisse bien défendre ses territoires, il faut aussi qu'elle commence déjà à bien les connaître. Or, on ne parle toujours que d'un territoire qui est toujours à la pointe, et on ne pense pas trop aux autres, pour des raisons diverses et variées, alors que tous les territoires ont des enjeux stratégiques énormes pour la France, mais aussi l'Union européenne. Je ne vais pas poser plus de questions, je me réserverai pour tout à l'heure. Je vais laisser la parole à nos rapporteurs. Donc, par ordre alphabétique, Olivier Bitz en premier. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général, pour votre introduction extrêmement complète. Et tout d'abord, je vous prie bien vouloir m'excuser parce que je siège dans une CMP à 11 heures, c'est-à-dire dans 5 minutes. Bon, alors c'est à l'autre bout du couloir, donc ça devrait être assez rapide, mais je vais malheureusement devoir quitter l'audition. Alors, ma question, en fait, voilà, je souhaiterais un petit peu en savoir plus et dézoomer un petit peu le sujet, même si on est là évidemment pour évoquer les Outre-mer, mais le CFP est quelque chose évidemment de beaucoup plus général que les Outre-mer. Et donc j'aurais souhaité savoir comment se positionne la France globalement par rapport au CFP, quels sont les objectifs globaux des négociations et comment évidemment s'insère notre problématique à nous que nous traitons ce matin dans cette stratégie globale, avec évidemment cette crainte, peut-être à tort ou à raison, de voir un isolement croissant de la France par rapport à nos... Mais peut-être que vous viendrez expliquer. Mais voilà, il y a quand même une certaine actualité qui nous laisse penser quand même que nous avons du mal en ce moment à porter nos intérêts avec nos partenaires. Donc voilà, donc comment se situe selon vous, évidemment, l'influence de la France et comment, parce qu'on aborde évidemment une séquence de négociations extrêmement importante. Et enfin, troisième petite question, donc tout ça en 5 minutes, s'agissant là aussi des discussions qui sont engagées sur un certain nombre de nos territoires d'outre-mer sur une autonomie grandissante. Il y a quand même des questions institutionnelles qui ont été lancées sur un certain nombre de territoires. Est-ce que vous y voyez un impact éventuel sur les relations avec l'Union? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Sénateur. Alors, la position globale de la France sur le CFP, elle repose sur les différents éléments. D'abord, comment la Commission a procédé, en fait, dans cette affaire, tel qu'on le comprend. La Commission, en fait, elle fait face à une équation qui n'est pas simple. Puisque d'un côté, il y a des priorités qui se sont imposées dans l'agenda européen dont elle doit évidemment tenir compte. Sécurité, compétitivité. Sécurité, on voit bien, évidemment. Compétitivité, on voit bien aussi. Vous connaissez probablement le rapport Draghi de l'an dernier qui explique qu'il y a un risque de décrochage économique et industriel très fort de l'Union européenne par rapport singulièrement aux États-Unis et à la Chine. Donc il y a un besoin de réveil collectif pour faire en sorte que ce risque ne se matérialise pas. Donc ça, c'est un premier bloc. Compétitivité, sécurité. Dans le même temps, et la France le fait, nous sommes très attachés à des politiques qui, pour être anciennes, n'en sont pas moins toujours à nos yeux actuelles. Naturellement, je pense à la politique agricole commune, à la pêche. J'ai en tête aussi nos enjeux de cohésion. Et troisième élément du puzzle, ou du triangle, c'est comme on veut, naturellement, nous souhaitons que les contributions des États membres n'augmentent pas trop, sachant qu'elles ont déjà considérablement augmenté. Certains pourraient dire qu'il y a là potentiellement un triangle d'incompatibilité entre ces trois aspects. Donc comment on s'en sort? La position de la France, elle consiste à dire, évidemment oui, priorité, compétitivité, sécurité, comment ne pas les traiter? C'est le nerf de la guerre.
Deuxièmement, on a absolument besoin de préserver des politiques traditionnelles parce qu'elles sont en fait au cœur des enjeux de souveraineté. Le sujet de l'agriculture, c'est un sujet de souveraineté. C'est juste un sujet de souveraineté. Le président de la République, dans son discours dit de la Sorbonne, le premier c'était 2017, le second c'était 2024, il avait parlé d'une géopolitique de l'alimentation à l'œuvre sur la planète. Et quand on voit ce qui se passe, c'est très exact. Donc nous, Européens, devons absolument rester souverains au plan alimentaire. C'est tout à fait majeur. Donc deuxième point. Et troisième point sur la question de la contribution, nous portons avec beaucoup d'engagement la question des ressources propres, qui est un vieux sujet européen. Quand vous regardez les traités, le budget européen devrait d'abord reposer sur les ressources propres. L'article 311 du traité qui est très clair en la matière, il n'en est rien puisque le budget repose d'abord sur les contributions nationales. On pourrait faire une audition entière sur la question, nous n'avons pas le temps. Il y a plein de raisons qui expliquent la difficulté à avancer sur les ressources propres, mais c'est absolument essentiel d'y parvenir pour avoir un budget. Est-ce que dans tout cela, il y a des craintes à avoir sur l'influence française ? Je ne le pense pas. D'abord parce qu'on va se battre comme on le fait à chaque fois, sur toutes les négociations, et a fortiori des négociations aussi structurantes que cela. Premier point. Et deuxième point, parce que s'il y a des inquiétudes, j'en ai évoqué quelques-unes sur le fameux premier pilier, qui agrège dans un grand plan unique, le fameux PPNR, plan de partenariat national et régional, en y mettant tous les fonds en gestion partagée. Et ces craintes sont encore une fois parfaitement compréhensibles. Il y a aussi un certain nombre d'éléments dans lesquels on se retrouve pleinement dans ce que la Commission a fait. La place qu'elle a faite aux enjeux de préférence européenne, par exemple, est une bonne nouvelle. On estime qu'il va falloir la renforcer, cette place, mais elle est l'indice quand même d'un changement d'état d'esprit. La question de la préférence européenne, c'est vraiment un combat français qu'on a gagné l'année dernière, je le dis en étant factuel, sur les questions de défense, dans le cadre de négociations qui ont été extrêmement difficiles. Je dézoome moi-même beaucoup, sur les sujets de SAFE et d'EDIP. Je ne sais pas si vous êtes informé de ces projets-là, mais ce sont des projets qui ont vocation à renforcer la base industrielle et technologique de défense européenne. Et donc, évidemment, mettre plus de financement dans cela, ce n'est pas pour acheter, de notre point de vue, à l'extérieur de l'Union. C'est pour renforcer notre tissu industriel européen. Et cette bataille-là, elle est difficile, elle est compliquée, mais on a vraiment remporté des victoires. Et quand on regarde la proposition de CFP, c'est présent. Je vous parlais du deuxième pilier en matière de compétitivité. La préoccupation de préférence européenne, elle est transversale à cet objectif-là. Alors, il va falloir tenir dans la négociation, il va falloir même le renforcer, mais c'est plutôt de notre point de vue, absolument en adéquation avec notre agenda de souveraineté européenne. Dans quelle mesure ceci concerne notre problématique ultramarine? Je pense que c'est tout à fait... ça s'y inscrit pleinement, parce que si vous reprenez les différents aspects, qu'on soit dans le premier pilier ou dans le deuxième pilier, il y a bien des enjeux ultramarins. Le premier pilier, c'est une évidence, c'est ce que je vous disais dans mon propos liminaire, et le deuxième pilier, à nous de nous organiser pour que ces crédits européens puissent aussi profiter à ces territoires-là. Je parlais du MIE, je pourrais parler de InvestEU en matière d'investissement, et bien d'autres encore. Sur la question plus nationale relative à l'autonomie, moi, il n'y a pas de comment dirais-je, d'impact que j'observe à cette heure, en tout cas, sur le sujet. Nous, encore une fois, au SGAE, mais d'autres que moi seraient bien plus compétents pour en parler, on a vraiment pris le parti, tout en étant naturellement conscient de la différence entre ce qu'est une RUP et ce qu'est un PTOM, de ne pas considérer que le sujet des PTOM était secondaire. Non, il ne l'est pas. Au plan stratégique, c'est une évidence, bien évidemment, mais au plan économique aussi. Et vous avez pas moins d'enjeux, je le dis en partie sous votre contrôle, pas moins d'enjeux, pour être très concret, de connectivité, qu'elle soit aérienne, qu'elle soit numérique, qu'elle soit encore d'une autre nature, d'énergie aussi, dans ces territoires-là, qu'on peut en rencontrer dans les RUP. Et c'est majeur. Et j'y ajouterai un point sur lequel je suis passé trop vite dans mon propos liminaire. Il n'y a pas moins d'enjeux pour les PTOM que pour les RUP concernant la question, à nos yeux, essentielle de la bonne insertion de ces territoires-là dans leur environnement régional. Et là, l'Europe, elle a des outils, elle a des financements
Je n'ai pas parlé de la Banque européenne d'investissement à tort, mais on pourrait évidemment la citer aussi. Hein. Et donc, à chaque fois qu'on est au clair sur ce qu'on veut faire, il faut pousser les curseurs et aller chercher les financements partout. On le fait à chaque fois qu'on peut. On l'a fait aussi, je ne l'ai pas cité, dans le plan de relance européen. Vous savez, les 40 milliards du plan de relance européen. Et la France a obtenu déjà 34 sur ces 40. Et dans quelques mois, nous devrions normalement avoir les 6 milliards restants. Il y a évidemment des projets aussi ultramarins qu'on n'a pas oubliés à l'occasion. Donc à nous d'être extrêmement offensifs, de regarder quels sont les sujets, les énormes enjeux d'investissement qu'on a. Et ensuite, voilà, il y a des gens dont c'est le métier, que de savoir quels sont les fonds pertinents. Nous, on va essayer d'être vraiment offre de service au SGE avec ce nouveau pôle qu'on crée pour faire en sorte qu'on soit collectivement mobilisés. Merci. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre collègue Georges Naturel. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général, de votre propos liminaire qui était vraiment complet. Et je pense que les uns et les autres, on a apprécié votre vision des choses. Alors, je vais juste dire une chose, parce que c'est la discussion qu'on a eue au mois de mai à Bruxelles et qu'on aura encore une fois. En tant que sénateur de la Nouvelle-Calédonie, vous pensez bien que la géostratégie et tout, c'est des sujets qui me parlent. L'axe Indo-Pacifique, on en entend parler depuis longtemps, mais à un moment donné, il faut des choses concrètes. Et je ne suis pas convaincu, personnellement, enfin, vous l'avez dit, si au niveau national, tout le monde est conscient de cette importance, vu l'étendue de nos territoires dans le monde, que ça percole totalement, en particulier à Bruxelles. On a rencontré des administratifs, je ne dis pas qu'ils découvraient, mais je prends l'exemple du Pacifique après le Brexit. La France et l'Europe, ils ont une chance extraordinaire, c'est qu'ils ont 3 territoires dans cette région-là. Enfin, 4 avec Clipperton, malheureusement, il n'est pas habité, mais bon, ça c'est autre chose. En tout cas, il y en a au moins 3 habités, et c'est une chance extraordinaire. Je veux dire, quand on connaît les enjeux dans cette région du monde, on doit s'y intéresser. Et l'Europe doit s'y intéresser. Vous avez parlé tout à l'heure d'insertion des territoires dans leur océan. Alors, à la délégation, on a déjà produit un rapport sur l'océan Indien. On en a produit un autre l'année dernière sur l'océan Atlantique. Et cette année, on travaille sur le rapport de l'insertion des territoires du Pacifique dans leur environnement. Parce que bon, il y a l'Australie qui est le maître, j'allais dire, du monde dans cette région. À nous, c'est 45% de l'aide au développement, les Australiens, pas pour la Nouvelle-Calédonie, bien sûr, mais en tout cas sur les autres pays du territoire. Donc l'Europe, elle doit se soucier de ça. Après, sur les axes de soutien de l'Europe, ça reste à définir. Vous avez dit aussi une chose qui me paraît importante, et je crois que ça va être partagé par l'ensemble des collègues, parce que moi, ça fait 30 ans que je suis conseiller municipal et j'ai essayé de répondre à des appels à projets, mais c'est la croix et la bannière. Je veux dire, répondre à un appel à projet de l'Europe. Donc, on a vraiment un souci d'ingénierie. Vous l'avez abordé, et je crois que ça commence. Il y a 2 choses. Il y a l'ingénierie. Et il y a, j'allais dire, le préfinancement. Alors ça, c'est dans les auditions qu'on a eues régulièrement, les différents traits disent un problème dans nos collectivités. Effectivement, c'est bien joli d'aller chercher des fonds à l'Europe, mais si on ne peut pas préfinancer, on n'a pas les moyens. Donc, je crois qu'il y a un accompagnement essentiel. Alors, vous avez dédié une équipe, et c'est très bien, mais je crois qu'il faudra là-dessus peut-être aller un petit peu plus loin. Parce que, bon, je ne vais pas les nommer, mais il y a des territoires qui s'en sortent mieux que d'autres. Vous en avez parlé, de la Réunion en particulier. Enfin, moi, c'est connu chez nous, la Réunion, voire dans le Pacifique, la Polynésie française par rapport à la Nouvelle-Calédonie, mais pour des raisons dont je pourrais vous expliquer plus précisément. Mais en tout cas, voilà, il y a des territoires qui se sortent mieux parce qu'ils se sont organisés et ils ont priorisé ces éléments-là. Et d'autres qui ont négligé peut-être. Donc, à nous, à vous, effectivement, de pouvoir soit les accompagner, soit les aider. L'élément qui me paraît aussi essentiel, mais c'est valable pour le sujet dont on parle, mais pour plein d'autres, c'est l'interministériel. Personnellement, quand je vais essayer d'aller, je sais pas, je dis n'importe quoi, dans le ministère de la Culture, de l'Agriculture, pour défendre un dossier, par exemple pour la Nouvelle-Calédonie, mais pour d'autres, on me dit, c'est votre compétence, il n'y a pas les moyens. Donc, je veux dire, la question, et c'est dans des auditions en particulier avec les chambres d'agriculture, on nous a dit, à un moment donné, tout le monde se renvoie la balle. C'est des GOM, c'est le ministère de l'Agriculture. Est-ce que c'est le SGAE? À un moment donné, alors on a une chance, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, d'avoir aujourd'hui une cellule interministérielle pour la reconstruction en Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est essentiel si on veut être efficace et au moins
vous dépendez du Premier ministre, que politiquement, le Premier ministre donne les orientations, les validations, si on veut être le plus efficace. Voilà ce que je voulais. Alors, bon, je ne veux pas aller dans le détail. Je pense que ce que vous avez décrit me paraît important. Je pense que le souhait qu'on peut avoir, c'est qu'on va rentrer dans une période de négociation, hein, et c'est vous qui êtes à la manœuvre pour ça. Ce qu'il faudra peut-être, parce que nous, on a effectivement des retours des différentes collectivités et de nos élus, c'est qu'on puisse trouver le moyen d'être informés au mieux, hein, de l'évolution de ces négociations, des difficultés, et éventuellement d'une nouvelle stratégie qui peut se mettre en œuvre, parce que bon, le monde évolue, on le voit avec le Groenland, donc forcément, on ne sait pas trop, hein, dans les 2 ans qui viennent. Est-ce que ça va rester inscrit dans le marbre ou ça va évoluer? Donc on reste effectivement en relation pour le voir. Voilà, moi c'était surtout le dernier point qui me paraissait important. Alors, si vous permettez, je vais laisser la parole à notre deuxième rapporteur spécialisé RUP, Saïd Omar Oili. Spécialisé, c'est compliqué. Écoutez, Nous avons fait le choix, en fait, oui, d'avoir un rapporteur issu des PTOM, un rapporteur issu des RUP et un rapporteur de la France hexagonale, de manière à pouvoir croiser les regards. Et c'est aussi l'enrichissement de cette délégation. oui. Tout à fait. Alors, sincèrement, je vais aller très bref. Merci beaucoup, monsieur le directeur, d'être venu au moins nous éclairer. Vous avez dit une phrase au départ d'introduction qui m'a quand même interpellé. Vous avez dit que les différentes organisations de RUP, entre bien sûr les RUP espagnoles, portugaises et les RUP français. Effectivement, quand je vais dans le RUP portugais et je suis en Europe. Sauf que quand je suis à Mayotte, je suis complètement en Afrique, en plein milieu de la forêt. Alors que nous sommes RUP depuis des années et des années. Comment pouvez-vous, aujourd'hui, monsieur le directeur, nous qui sommes en division, c'est pas dernière division de la PA, je joue au football un peu, vous nous dites nous allons jouer avec Paris Saint-Germain. C'est sûr qu'on n'a aucune chance de gagner. Or, vous nous appliquez, bien sûr, les mêmes règles que nous sommes RUP il n'y a pas longtemps, Mayotte. Nous avons des retards énormes. Nous avons une collectivité qui a du mal aujourd'hui financièrement à accompagner les projets. On n'a pas d'ingénierie, mais on nous dit, écoutez, vous allez être pareil. On va vous gérer pareil comme les Açores et comme Madère. Évidemment, il va y avoir des dégagements d'office, monsieur le directeur. Et derrière, qu'est-ce qu'on dit? Ce sont les élus. Ce sont les élus qui ne sont pas capables. Non, non, c'est moi qui fais... en règle générale, c'est ce qu'on nous dit. Ils ne sont pas capables de consommer les crédits, donc il y a des dégagements d'office. Donc c'est tout à fait normal. Vous dites, et ça je l'entends souvent, à chaque fois quand il y a une autorité qui vient chez nous à Mayotte ou dans nos régions, on nous dit c'est l'année des Outre-mer. J'ai une chance pour les Outre-mer. C'est une chance pour la France. Effectivement, vous avez dit tout à l'heure, il y a la géopolitique qui est là. On le voit qu'aujourd'hui, Mayotte, plus de 40% des flux de bateaux passent par Mayotte, effectivement. Et nous avons, quand on regarde bien, l'océan Indien appartient à la France. Vous regardez la zone économique d'exclusivité, tous ces territoires qui sont dans le canal de Mozambique, à part Madagascar, appartiennent à la France. Et Mayotte est là, comme le vigie de toutes ces régions. Or, plus le temps passe, plus la pauvreté prend de l'ampleur. Tout le monde dit que Mayotte, aujourd'hui, c'est, je dirais, le RUP le plus pauvre de toutes les Europes. 80% de la population vit sur le seuil de pauvreté. Avec Chilo, bien sûr, on a dépassé, peut-être, on est à 100%. Parce que même ceux qui avaient des maisons en dur ne sont pas, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de... Comment voulez-vous, lorsque les enfants vont à l'école que 2 heures par jour, que nous ayons des ingénieurs demain pour consommer ces crédits? Est-ce qu'il n'y a pas
a un dispositif à mettre en place pour que justement on puisse, dans des moments difficiles et des territoires qui sont en grande difficulté, trouver des moyens et trouver, je ne sais pas, des méthodes pour que justement on arrive à mettre à niveau ces territoires et qu'on puisse vivre comme aux Açores, comme on puisse vivre comme à Bruxelles. Mais tous les malades mahorais vont où? À La Réunion. C'est vrai. Lorsque vous avez une petite appendicite, eh bien, on vous met dans l'avion, il faut aller vous faire opérer à La Réunion parce qu'il n'y a pas de médecin à Mayotte, parce qu'il n'y a pas les infrastructures. Donc, moi, lorsque vous avez dit qu'il y a deux systèmes, ça m'a vraiment interpellé. Et c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Et je me suis senti vraiment en phase avec ce que vous avez dit. Il y a une différence de traitement dans les RUP, mais on n'a pas tous les mêmes forces pour pouvoir nous en sortir. Alors, comment pouvez-vous aujourd'hui, avec le nouveau programme, aider ces territoires en grande difficulté à arriver à un niveau, je dirais, acceptable, comme les autres? Vous nous appliquez les mêmes règles de normes à La Réunion et à Mayotte. On ne peut pas suivre. Donc, vous nous amenez 100 €, eh bien, vous reprenez 99. On arrive à consommer 1 €. C'est normal. Donc, moi, je m'arrête là, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Alors, les collègues souhaitant intervenir, préférez-vous que nous interrogions tous les collègues et puis, alors, je vais laisser la parole à notre collègue Teva Rohfritsch qui est en ligne. Teva, tu nous entends? Ah, merci. Oui, absolument. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous les collègues et à nos invités, Monsieur le Secrétaire Général. Merci beaucoup. Je voulais simplement réagir à vos derniers propos sur les PTOM, qui sont en totale cohérence avec ce que j'ai pu à plusieurs reprises évoquer dans notre délégation, mais aussi ce que j'ai eu l'honneur de porter devant le Conseil d'État hier soir, puisque je participais à une conférence sur la question effectivement de la mer et à la fois de la protection de l'environnement et du développement économique. Alors, je siège aussi à la Commission des affaires européennes, comme le sait notre présidente, et je suis donc avec Georges Naturel pour le volet PTOM, particulièrement l'évolution du prochain cadre financier. Et donc, je voulais confirmer que notre volonté, notre attente, notre souhait est que nous puissions, dans le cadre de ce cadre financier, comment dire, affirmer ce que vous nous avez partagé, c'est que face aux grandes causes, face aux transitions, face à la lutte contre les effets du changement climatique, face à la nécessité d'investissement dans nos collectivités qui sont aujourd'hui des PTOM, nous souhaitons être traités de la même manière à la fois que les RUP, mais aussi que nos pays voisins qui peuvent voir une intervention de l'Union européenne. Et trop longtemps, on a pu considérer au plan national que compte tenu de l'autonomie, nous devions nous cantonner à un certain nombre de dispositifs et qu'au plan international, compte tenu du fait que nous sommes Européens et Français, nous ne pouvions pas avoir accès à un certain nombre de dispositifs déployés par la diplomatie française. Je crois que par le biais de l'Union européenne, justement, nous devons assurer cette convergence. Vous l'avez rappelé, nous sommes des citoyens européens et français à part entière. Nous élisons nos représentants au Parlement européen. Et je crois aussi, surtout, que nous souhaitons travailler avec l'Union européenne pour de l'investissement, encore une fois. Il ne s'agit pas de venir plaider une forme de compensation ou de rattrapage, mais de l'investissement pour construire le modèle du monde d'après, celui qui est à la fois respectueux de la protection de l'environnement et de nos ressources, celui qui aussi consiste à créer de l'activité et de l'emploi pour que nos enfants, nos nouvelles générations, restent bien chez nous et travaillent bien en Polynésie française et donc en France. Et je crois qu'il est important qu'avec votre équipe, avec vous, avec votre soutien, nous puissions plaider le fait effectivement qu'il y ait moins de différenciation, en tout cas sur un certain nombre de projets entre les RUP et les PTOM, puisque si nous souhaitons traiter la question effectivement de l'adaptation de nos territoires face à la montée des eaux, si nous souhaitons traiter la question d'une
meilleure gestion des ressources, notamment liées à la pêche, ou aussi pouvoir soutenir les filières d'excellence, qui fait l'objet d'un autre rapport en cours lancé par la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Il faut que nous puissions agir au-delà des questions de statut, mais agir sur le fond des choses et sur les thématiques qui seraient retenues comme prioritaires par l'Union européenne. Donc voilà, je ne veux pas être trop long, et désolé de ne pas être physiquement parmi vous, mais je suis ravi que vous ayez tenu ces propos, et je proposerai éventuellement que l'on puisse aussi se rencontrer dans le cadre de la Commission aux affaires européennes avec la délégation aux Outre-mer, bien entendu, pour approfondir et qu'on joue tous ensemble l'équipe France, mais aussi l'équipe PTOM France, avec nos RUP face à Bruxelles. On voit bien que le Groenland, pour les raisons d'actualité, et qui concentre, on va dire, les attentions de tous. Mais nous souhaitons aussi que l'on n'oublie pas le reste, c'est-à-dire ceux qui souhaitent, indépendamment de ces questions géopolitiques, poursuivre cette trajectoire vers des économies plus résilientes, mais des économies plus soutenables. Et il me semble, encore une fois, que les PTOM français peuvent être à la fois des laboratoires d'innovation et permettre à l'Europe comme à la France de rayonner dans le Pacifique. C'est toujours rageant de constater que parfois on a eu des initiatives très intéressantes prises chez nos voisins, mais pas chez nous. Voilà, je ne veux pas être plus long, Madame la Présidente, mais merci encore pour cette opportunité de prendre la parole et puis de co-construire avec vous tous. Merci, cher collègue. Notre collègue Solange Nadille souhaite prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le directeur, merci pour votre venue parmi nous. Alors, moi, merci à vos collaborateurs aussi de l'Observatoire. Moi, je vais tempérer les applaudissements de mon collègue naturel sur vos propos d'introduction. Ces propos, pour moi et pour ma population, Solange Nadille, sénatrice de Guadeloupe, de l'archipel Guadeloupe, sont des éléments de langage. Et dans le concret, il n'y a pas d'efficience. J'irai plus loin en vous disant que vous dites « Nous mettons l'outre-mer au cœur du projet européen ». Comment, monsieur le directeur? Au 1er janvier 2026, la taxe CBAM, c'est une taxe où on augmente, on met un taux pour pénaliser ceux qui importent à l'extérieur. Or, on considère que la Guadeloupe, la Martinique, les autres territoires sont hors et entrent dans ce champ d'application. Donc, autrement dit, on augmente le coût des engrais, on augmente le coût du ciment, et on sait très bien quand le bâtiment ne va pas bien, l'économie ne va pas bien. Donc, on nous met en difficulté. Moi, j'ai l'impression, et c'est l'impression de ma population, de mes compatriotes, qu'on est, nous, ultramarins, comme un patient alité et qu'on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, on ne peut pas bouger, on est alité. Et au moment où la perfusion donne son effet, on nous dit non, non, il faut dormir. Il faut dormir. Donc, on ne peut rien faire. Vous avez parlé aussi de réflexe ultramarin. Où est-il, ce réflexe ultramarin? Moi, je ne le vois pas, le réflexe ultramarin. Dernière chose, puisque je ne serai pas plus longue, Madame la Présidente, connaissez-vous l'île d'Avès? L'île d'Avès est située à 205 km de la Guadeloupe. L'île d'Avès est une dépendance fédérale du Venezuela. Nous avons vu l'attitude du président Trump vis-à-vis du Venezuela. Pas un mot de nos politiques sur la Guadeloupe, qui est située juste à côté de l'île d'Avès. Et enfin, je vais vous dire, le 29 janvier prochain, je vous invite à suivre la niche parlementaire du RDPI, parce que le sénateur Patient sénateur de la Guyane, ancien vice-président du Sénat, fait une proposition de loi pour que nous puissions, en Guyane et dans des territoires ultramarins, exploiter les sous-sols. Et je viens sur ma position quant au ministère de l'Outre-mer. La ministre de l'Outre-mer semble comprendre. Par contre,
sa collègue de l'écologie n'y comprend rien et met son veto. Or, c'est une proposition qui peut aider les Outre-mer à sortir la tête de l'eau et avoir des ressources, puisque ce sont nos ressources naturelles. Au moment où nous parlons dans certains territoires, comme la Guyane, comme la Martinique, comme la Guadeloupe, mon territoire, d'évolution institutionnelle, de pouvoir normatif, d'adapter l'arsenal législatif national, moi, j'aimerais avoir votre avis sur la volonté de ces territoires d'évoluer. Voilà, merci. Merci, Tani Mohamed Souali. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le secrétaire général, vous avez bien compris que nous profitons de votre présence pour vous dire tout, pour faire passer des messages, y compris ceux qui ne sont pas forcément de votre ressort. Je vous remercie pour vos propos introductifs, parce qu'il faut toujours rappeler même les évidences. Nous, ici, nous le savons que les Outre-mer sont très, très importants pour la France et l'Europe. En matière maritime, Teva vient de s'exprimer, son territoire, la Polynésie, est aussi vaste que l'Europe. Donc en matière de géostratégie, en matière économique, c'est monumental, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous le savons ici, et d'ailleurs, une loi de 2016, dite loi Letchimy, a été pensée justement pour une meilleure insertion de nos territoires d'outre-mer dans leur environnement géographique. Donc, tout ça, nous le savons. Maintenant, collectivement, parce que ce n'est pas que l'affaire des élus ou que l'affaire des collectivités, collectivement, il faut vraiment que nous bâtissions une stratégie pour que la réalité corresponde à ce que nous décrivons collectivement comme une chance, une richesse pour l'Europe. Et qu'on arrête de passer notre temps à des constatations, à des constats. Et tout à l'heure, je l'ai dit sous forme de boutade, mais la réflexion, vraiment, vaut la peine d'être faite. À quoi ça rime d'avoir des territoires d'outre-mer à qui on dédie un ministère dédié sous prétexte de spécificité, sans inclure la Corse par exemple, et ministère à qui on ne dédie que 10% du budget nécessaire à ces territoires. Comment voulez-vous avoir un réflexe ultramarin dans ces conditions? Donc la question, j'ai commencé par vous dire que ça dépassait votre ressort, monsieur le secrétaire général, mais voilà, c'est le moment d'en profiter pour dire cela. Si nous voulons un véritable réflexe ultramarin, et c'est vraiment sans considération de mes anciens collègues, de messieurs, de telles personnes qui est au ministère des Outre-mer. La question se pose parce que dans chaque ministère, effectivement, il doit y avoir un réflexe ultramarin. Et pas simplement... et pour cela, eh bien, il faut commencer par dire que c'est tous les ministères qui sont concernés et que, par exemple, au niveau des préfets, eh bien, on forme les préfets pour que eux, par exemple, soient des incollables des territoires outre-mer. Je referme la parenthèse. Mon propos n'appelle pas de réponse parce qu'effectivement, c'est éminemment politique. Voilà, si on veut avoir un réflexe ultramarin, à terme, il va falloir commencer par, je pense, faire cette réforme. Je n'ai même pas parlé de l'Alsace et de la Bretagne, qui ont aussi des spécificités. Pourtant, on n'en fait pas un ministère dédié. Donc, stratégie également. Stratégie, vraiment collectivement, nous devons mettre en place une stratégie, d'abord entre nous, Français, et la faire accepter au niveau européen, parce qu'il y a aussi des choses à faire ici, chez nous.
Dernier exemple, lors du vote du PLF, un modique amendement de 10 millions d'euros pour créer un fonds spécial dans lequel les territoires d'outre-mer pourraient avoir plus d'outils de négociation avec les États voisins pour donner mieux corps à cette coopération régionale, un fonds mixé dans lequel l'AFD pourrait être maître d'œuvre du maniement de ce fonds. Cet amendement a été malheureusement rejeté, et ça, c'est nous ici au Parlement qui l'avons rejeté. Donc, quand je dis qu'il faut une stratégie collective, il n'y en a pas que pour l'exécutif. Nous aussi, nous devons faire des efforts. Et mon dernier mot, c'est par rapport à ces sanctions de dégagement d'office, parce que moi, je considère que c'est une sanction qui sont regardées avec froideur, sans considération des événements naturels qui viennent de frapper un territoire, sans considération du fait que, effectivement, dans certains territoires, nous n'avons pas la même ingénierie qu'ailleurs. Et avec froideur de Bruxelles, on regarde ça pour dire qu'il y a un dégagement d'office et je ne sais quelle autre sanction. Donc là aussi, je ne le dis pas à vous spécifiquement, mais collectivement, nous devons travailler pour que Bruxelles respecte nos territoires d'outre-mer à la hauteur de leur apport véridique dans l'Union européenne. Donc passer effectivement des mots à la pratique, puisque, et ça aussi je ne cesserai de le rappeler, 80% de notre biodiversité se trouve en Outre-mer, et grâce à nos Outre-mer, la France peut s'enorgueillir d'avoir le deuxième espace maritime mondial devant les États-Unis et avant l'annexion du Groenland. Merci. Aklim Eloulis. Présidente, je vais essayer de reprendre des questions que effectivement nous allons travailler, parce que pour avancer, je ne sais pas si pour certaines réponses. D'abord, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Jovin de l'exposer. Vous avez placé la philosophie, bien sûr, de la philosophie à la pratique, il y a un chemin, et ce chemin, on va essayer de le trouver ensemble, je pense. Et comme l'avait dit avec la Présidente, on avait défendu ça lors d'un débat. Le problème, c'est vrai que quand on parle des Outre-mer et du ministère dédié, moi qui suis hexagonal, et je vous ai dit, je suis du Val-de-Marne, c'est une spécificité. Il va falloir que les gens comprennent que l'uniformité, c'est pas la République, l'unité est de la République, mais l'uniformité, c'est, à mon avis, contraire à la République, c'est une vision de système que l'on doit changer. Et donc le sur-mesure peut être adapté, ça pourrait faire évoluer l'ensemble de nos territoires, qu'ils soient hexagonaux ou ultramarins. Mais là n'est pas la question. Et donc c'est vrai que, et j'ai découvert, donc je le disais avec Madame la Présidente, que quand on fait le budget des Outre-mer, quand on veut habiller Paul, on déshabille Jacques. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, ça pose aussi un problème de l'enveloppe des Outre-mer, et dans lequel on se bat territoire contre territoire sur des amendements. Et donc, on oppose nos territoires. Est-ce qu'on le concevrait dans l'Hexagone? Non. Et pourquoi est-ce que c'est possible sur le terrain? C'est une autre réponse qu'il faudra aussi qu'on puisse regarder, mais c'est une réponse politique. Alors moi, je voulais savoir, selon vos estimations, à combien s'élèverait la baisse des crédits du POSEI, du FEDER et du FSE au profit des RUP par rapport à la période 2021-2027 si la proposition de la Commission européenne était adoptée? Et une autre question aussi, d'ailleurs mon collègue Saïd Omari l'a dit, à Mayotte, sur 100 €, ils en consomment 1. Et donc, s'ils doivent aussi apporter une contribution, ça va difficilement être consommable. Donc, ma question, c'est quelle est la position française sur la proposition d'une obligation de cofinancement généralisé de 15%? Parce que sinon, Mayotte, à mon avis, et d'autres territoires, je pense que déjà, on peut les exclure de tous ces programmes. Si vous voulez bien, Monsieur le Secrétaire général, je terminerai par quelques questions. Bon, je ne reviendrai pas sur tous les propos
de mes collègues. Alors moi, je ne parlerai pas de réflexe outre-mer, mais je parlerai plutôt de culture des outre-mer. Et c'est vrai que quand on regarde un peu les formations des personnes, des administrations, on s'aperçoit qu'au cours de la formation, il n'y a pas trop de connaissances des outre-mer et que parfois, ce n'est pas... c'est une réalité, mais je ne les accuse pas. Mais pour autant, il est vrai que malheureusement, parfois, on ne sait pas situer les Outre-mer sur une carte. On ne connaît pas comme parlait la collègue de l'île d'Alves juste à côté. Il y a des spécificités dont on ne maîtrise pas tout à fait tous les enjeux. Donc moi, on a parlé aussi d'incohérence. C'est vrai que les travaux que nous avons menés sur l'intégration régionale me semble capital, mais malheureusement sont freinés. Vous avez parlé tout à l'heure des normes CE. Le citron qui arrive du Brésil pour aller à Cayenne doit passer par Rungis pour revenir. Donc vous imaginez l'impact économique, l'impact écologique, alors qu'il suffirait, dans le cadre des négociations commerciales internationales, introduire les territoires ultramarins pour pouvoir aussi permettre des échanges un peu plus faciles. Un autre cas, dans l'océan Indien, la crevette de Madagascar qui arrive à Mayotte doit passer aussi par Rungis. Donc il y a des aberrations pour lesquelles qu'il faudrait lever. On a parlé aussi des taxes aux frontières. Il est vrai que si la Guyane s'approvisionne au Brésil, elle sera soumise à certaines taxes. Vous avez aussi des taxes aériennes. La France, quand vous partez, vous faites Paris-Nice, vous n'êtes pas assujetti aux mêmes taxes que si vous faites la Guadeloupe, Paris, alors que théoriquement, nous sommes en France. Donc, ce sont tous ces enjeux sur lesquels nous devons travailler ensemble pour bien faire remonter ces informations. Bon, c'est vrai que si la France ne connaît pas trop ses outre-mer, elle ne peut pas les défendre comme il se doit au sein de l'Union européenne. Et enfin, je le dis, c'est un discours que je porte depuis l'année dernière qui peut heurter parfois, mais j'estime que nous gaspillons, que la France et l'Europe gaspillent de l'argent dans les territoires ultramarins avec des politiques qui ne sont pas efficientes et qui ne sont pas adaptées aux territoires ultramarins. Or, les meilleurs partenaires que nous pouvons avoir, ce sont les élus locaux qui savent comment fonctionne leur territoire. Si je me réfère aux propositions qui sont remontées dans l'omnibus, par exemple, ce sont les préfets qui les ont fait remonter, mais quand j'interroge, je suis assez surprise d'apprendre que les élus, les parlementaires que nous sommes, ne savons pas quelles sont les propositions qui ont été remontées dans cet omnibus. Donc nous aussi, on découvre parfois après coup quelques inadaptations et quelques non-sens. Donc voilà, il faudrait revoir. Je ne reviendrai pas sur tous les sujets du ministère. Il est vrai que le Premier ministre Barnier avait décidé de rattacher le ministère des Outre-mer directement à ses services, parce qu'aussi il a une sensibilité particulière pour les Outre-mer, puisqu'il le connaît un peu, et de par aussi ses fonctions au sein de l'Union européenne, il avait quand même une certaine vision des Outre-mer. Donc je ne vais pas revenir dessus. Moi, j'aurais aimé vous poser deux questions. Vous avez évoqué tout à l'heure les fonds de gestion directe. Il est vrai que la politique des premiers arrivés seront les premiers servis. Ce sont toujours les mêmes, ceux qui savent mobiliser les fonds structurels européens et qui ont les moyens de préfinancer vont arriver en premier. Pourrait-on peut-être envisager de territorialiser des enveloppes en fonction aussi des besoins des territoires? Et si à une date donnée, ces fonds n'ont pas été consommés, les redistribuer aux autres territoires qui ont utilisé, eux, toute leur enveloppe. Ce serait peut-être une manière un peu plus
équitable, de ne pas se sentir doublement sanctionné parce que d'une part on n'arrive pas à monter les dossiers, ou on n'a pas les préfinancements. Et pour rebondir sur les préfinancements, nous avons pensé à une révision du fonctionnement de l'AFD qui pourrait venir justement en support, c'est-à-dire suivre le projet de sa conception jusqu'à sa réalisation, apporter les préfinancements, et l'Union européenne les fonds structurels pourraient être reversés à l'AFD en compensation des avances qui ont été faites, de manière à mobiliser, à dynamiser ces projets ultramarins. Voilà, donc ce sont des sujets qui sont passionnants, mais qui sont vraiment très, très intéressants et qui pourraient permettre vraiment de faire des économies substantielles si on arrivait, comme disaient mes collègues, à mieux adapter aux réalités locales et déployer les énergies. Vous savez, on parle de la Nouvelle-Calédonie, 2e réserve mondiale de nickel. Quand vous voyez que la Chine, vous comprendrez pourquoi les ingérences étrangères sont importantes. En Guyane, 1re réserve d'or. Je ne parle pas potentielle réserve de pétrole. Quand il y en a au Brésil, à la limite des eaux territoriales, vous en avez au Suriname, à la limite des eaux territoriales. Bon, c'est difficile pour les Guyanais de comprendre qu'il n'y en a pas en face de chez eux aussi. Mais bon, on dit les réserves, mais ce sont avant tout les réserves de la France. Et la France a besoin aussi d'appuyer sa suprématie au niveau de l'Europe. Bon, le budget actuel ne nous met pas en position de force, mais grâce à ce potentiel, je pense que la France a tout à y gagner de pouvoir défendre les intérêts de son territoire. Voilà, désolé, j'ai un peu débordé, mais c'est un sujet qui est extrêmement qui touche considérablement les populations de nos territoires. Je vous laisse la parole. À votre disposition. Oui, bien sûr, qu'on soit informé. Je vous en prie. Non, mais évidemment, nous, on est complètement à votre disposition pour vous informer en temps réel de l'évolution de cette négociation qui va durer au moins encore un an sur le cadre financier pluriannuel. Ça va de soi. Le SGE était vraiment à la disposition des parlementaires. Je vais essayer de répondre à l'ensemble des points. Il y a beaucoup de choses, c'était très riche. Merci beaucoup pour votre réaction. Monsieur le sénateur naturel vient de nous quitter, mais soyons clairs. Moi, ma perception bruxelloise des choses, c'est que on a encore du travail à faire sur la sensibilisation. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Je le disais en termes pudiques et diplomatiques dans mon propos liminaire, mais il faut absolument qu'on incite l'Union européenne à comprendre que c'est son intérêt. Ce n'est pas un sujet français qu'elle a à traiter parce qu'on a 12 territoires ultramarins, c'est juste son intérêt. Madame la Présidente, vous venez de donner énormément d'illustrations de cela. Je mentionnais à dessein la doctrine de sécurité économique de la fin de l'année dernière. Quand on réfléchit à la façon dont collectivement, nous les Européens, on peut sortir de nos dépendances, oui, il peut y avoir les accords commerciaux. Je n'évoque pas ce sujet qui est comment dirais-je, d'une grande actualité. Mais il y a aussi ces territoires-là. Et on l'oublie peut-être aussi, je pense. Donc ça, c'est un peu ce que j'appellerais, moi, une conversion du regard que les institutions européennes doivent opérer pour se rendre compte que c'est d'abord une opportunité avant d'être un sujet difficile, parce qu'après, effectivement, vous l'avez parfaitement dit, il y a un sujet d'application uniforme de la règle versus différenciation. Et ça, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y travailler, mais c'est compliqué. Sur les questions de préfinancement qui sont revenues plusieurs fois, moi je vois bien votre point. C'est souvent des problèmes de garantie bancaire en fait qui existent. Et naturellement, du point de vue de celui qui ensuite va délivrer les fonds, il y a une question de risque financier à apprécier. Il y a peut-être des choses à faire au plan européen. Nous, on peut parfaitement regarder ça, mais je pense qu'en effet, il y a des choses à regarder aussi au plan national.
Alors ça me dépasse par définition, mais il y a peut-être quelque chose à regarder avec l'aide. En effet, l'exemple de l'AFD était cité, peut-être d'autres options. Sur le réflexe RUP, moi je ne dis pas qu'on y est, Madame la sénatrice. Je ne dis pas que ça y est, j'espère ne pas avoir donné ce sentiment-là dans mon propos liminaire. Je voulais simplement souligner la détermination qui est la nôtre. Mais j'ai conscience de ce que c'est un combat. C'est peut-être un combat au sein de l'administration française, mais en tout état de cause, ça n'est pas ma compétence, mais en tout cas, c'est un combat à Bruxelles, ça, je le sais. Et le combat à Bruxelles, il faut qu'on le mène en utilisant tous les leviers qu'on a. Je ne les ai pas cités à tort, mais le sujet, c'est pas que la Commission européenne. Le sujet, c'est le Parlement européen. Le sujet, c'est le Comité des régions. Comme vous le savez, entre 2022 et 2025, c'est le président de la collectivité des Açores qui a présidé le Comité des régions. Donc la question des RUP, elle est pleinement présente aussi à la tête du Comité des régions. C'est sans doute aussi le Comité européen économique et social. Donc il faut, c'est bien évidemment le Conseil, ça va de soi, mais ça c'est une évidence. Donc il faut absolument parler à l'ensemble des acteurs. Et je ne suis pas dans... j'ai travaillé mon propos liminaire par définition, mais je n'étais pas dans les éléments de langage, pour être très clair. J'ai conscience de ce qu'il y a encore du chemin de la théorie à la pratique, mais on essaye vraiment dans le concret et dans la pratique. Madame la Présidente, si vous y voyez un intérêt, moi je tiens à votre disposition le document des 32 mesures que nous avons fait remonter à Bruxelles, qui liste de façon très concrète, et je n'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails, mais juste pour vous citer les chapitres. Agriculture et développement rural, pêche et aquaculture, fiscalité et douane, aide d'État, recherche et développement, politique de cohésion bien sûr, transition écologique. Où à chaque fois la question qu'on s'est posée, et c'était de manière vraiment très très concrète, c'est est-ce que ça marche quand on est en Guadeloupe, en Martinique, oui ou non? Quand on pose en matière d'énergie renouvelable, d'utilisation de la biomasse, quand on pose des règles de cogénération pour faire de la chaleur, est-ce qu'on regarde le sujet de la même manière quand on est dans l'Hexagone que lorsqu'on est dans des régions qui sont tropicales? Évidemment que non. C'est pour ça que je parlais de bon sens. C'est pour ça que je parlais de bon sens tout à l'heure. Donc on essaye vraiment d'être dans la pratique pour trouver des solutions. Est-ce qu'on y arrive? Pas toujours. Je vous l'ai dit de façon vraiment très transparente. Sur la déforestation, on est en négociation depuis pas mal de temps avec la Commission européenne pour expliquer qu'encore une fois, ça ne peut pas marcher tel quel en Guyane, et qu'il faut qu'on trouve, à défaut d'y être parvenu dans la négociation du texte, il est reporté, ce texte pour l'instant, il faut qu'on y arrive d'une autre façon. Les flottes de pêche, j'imagine que vous en avez largement parlé avec mon collègue avant, mais les flottes de pêche, je suis sûr qu'il n'aura pas manqué de vous dire combien ça a été un combat pendant plusieurs années pour expliquer qu'il y a certains critères d'équilibre qui sont posés par les fameuses lignes directrices 2014 de la Commission qui n'ont juste pas de sens lorsqu'on est dans ces territoires-là, avec des choses qui étaient ubuesques, qu'on ne pouvait pas mesurer. Je me souviens notamment de ce point, qu'on ne pouvait pas mesurer le risque d'affectation de la ressource halieutique parce que les bateaux ne sortent pas suffisamment en mer. Donc on n'arrive pas à cocher le critère. Non, par définition, s'ils ne sortent pas suffisamment en mer, on ne voit pas bien comment ils vont affecter la ressource halieutique. On a eu des choses comme ça. Et voilà, on a travaillé beaucoup. On a eu un signal très important sur ce sujet le 18 décembre dernier. Enfin, on va avoir une vraie révision de ces lignes directrices. Là aussi, moi, je suis comme vous, je ne regarde que les résultats. Donc on verra en mars prochain. Le signal qu'on a, c'est que beaucoup de segments de pêche devraient être qualifiés. Alors je parle, pour être très concret, des navires de moins de 12 mètres. On a aussi un sujet, il est moins important en volume, mais il ne faut pas l'oublier, des navires de plus de 12 mètres. Et on a regardé toutes les solutions. En Guyane, la solution, c'est la sécurité maritime. Comment, au nom de la sécurité maritime, on peut déroger aux règles? À Mayotte, c'est un relèvement du plafond d'aide de minimis. On regarde toutes les options. On essaye vraiment d'être dans le concret. Sur les autres aspects que vous avez évoqués, ah oui, pardon, un point très important que vous avez été plusieurs à citer, la fameuse, quel que soit le nom qu'on lui donne, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, taxe d'ajustement carbone aux frontières. On est mobilisé sur ce sujet-là aussi. Mais je le dis de façon très concrète, le 27 novembre, on a envoyé une note à la Commission en disant « ça ne peut pas marcher comme ça dans les RUP ». Et c'est le sujet du ciment. Je ne vous cache pas que dans mes responsabilités, j'en ai été informé très tardivement de ce sujet. Très tardivement.
J'en ai été informé justement début novembre. Dès que les collègues de l'Outre-mer m'en ont parlé, avec mes collègues ici présents, on s'en est emparé, on a envoyé cette note. Premier point. Deuxième point, il y a une révision en cours du MACF que la Commission a proposée le 16 décembre, pour être très précis, et donc qui va être en cours de négociation. On va évidemment traiter le sujet. Et vous avez parlé aussi des engrais. Il est en cours de résolution, le problème des engrais, parce que dans le cadre de la crise agricole du début de cette année, la question a aussi été posée sur la question des engrais, et sans doute avez-vous voulu les engagements du président de la République, de la ministre de l'Agriculture, en disant on va aussi traiter le sujet des engrais, parce qu'effectivement, il y a un énorme problème sur cette question-là, dans un contexte international qui est très défavorable, avec des cours qui sont très élevés, le cours du blé qui à l'inverse diminue, et là-dessus vous ajoutez le surcoût du MACF. Mais je voudrais simplement rappeler que cette mesure MACF, c'est un combat de la France depuis 15 ans. C'est une fameuse mesure miroir, comme on l'appelle, qui consiste à dire en substance que les exigences qu'on pose sur nos acteurs économiques au sein du marché intérieur, par équité, on fait en sorte qu'elle s'impose aussi aux produits qu'on importe. C'est une philosophie voilà. Simplement, il y a ces questions qui se posent ensuite, et il faut qu'on les traite, et on y est absolument déterminé. Pardon, je ne veux pas être trop long dans cette réponse. Peut-être aussi dire que, monsieur le sénateur, monsieur le ministre, que je partage totalement ce que vous dites sur le besoin d'une stratégie d'ensemble. Et en fait, je pense, alors évidemment, ça dépasse aussi mes propres compétences. Donc, je pense qu'en fait, comme souvent, on pense trop en silo. L'outre-mer, c'est un sujet, pour nous, Français, interne, évidemment, c'est un sujet français. C'est un sujet européen, j'espère vous l'avoir montré. C'est aussi un sujet international. Je n'entends pas suffisamment, moi, dans les débats, le fait que c'est une chance que certains PTOM soient membres d'organisations internationales. Et oui. Donc, évidemment qu'il faut embarquer la diplomatie française dans cet exercice-là. Le Quai d'Orsay le sait, ce que je vous dis. Mais sans doute faut-il que nous le systématisions, que nous consolidions une position d'ensemble pour agir sur les trois volets, qui en plus ne cessent de s'interpénétrer. On n'a pas le temps d'en parler, mais il y a naturellement un vrai sujet aussi quand on pense aux Antilles et à la CARICOM, il me semble, sous votre contrôle. Ça participe aussi de l'insertion de ces territoires dans leur environnement, mais de l'influence française et européenne qu'on veut exercer aussi auprès des États tiers. Ça aussi, c'est à construire avec le volet vraiment diplomatique au sens le plus pur du terme, il me semble. Exactement, la commission, tout à fait, dans l'océan Indien. Alors, sur le POSEI, le FEDER, le FSE, encore une fois, là, c'est difficile de répondre aujourd'hui à cette question. Moi, ce que je peux simplement vous dire, c'est que sur la base de nos analyses, quand on regarde l'enveloppe qui a été allouée à la France, il doit être possible, je le dis avec prudence, il doit être possible de reconstituer les enveloppes. Voilà. Le fait qu'encore une fois, il y ait cette distinction, cette dichotomie entre ce qui est sanctuarisé d'un côté et ce qui ne l'est pas, doit nous inviter à être inventifs, étant entendu qu'à la fin, très concrètement, de quoi parle-t-on? On parle d'un grand document qui sera un plan de partenariat national et régional que la France va négocier avec la Commission européenne pour voir comment on va allouer l'ensemble de ces crédits. Donc il y aura aussi des décisions nationales d'allocation de ces crédits, sachant que les 26 autres États membres feront la même chose. En fait, cette méthode-là, je ne m'y suis pas attardé tout à l'heure, c'est une méthode qui est issue du plan de relance européen. Ou si vous vous en souvenez, en 2020, quand on a lancé le grand emprunt européen, ça s'est ensuite traduit par l'élaboration de plans nationaux où les États membres, en fonction de l'enveloppe qui leur était allouée, 40 milliards pour la France, comme je vous disais, on a identifié les secteurs dans lesquels on estimait qu'il fallait utiliser ces crédits-là. Ça va être la même chose, simplement ça va être à une échelle beaucoup plus vaste, parce que ça va embarquer des choses extrêmement différentes. La PAC, la cohésion, la pêche, les fonds affaires intérieures, famille FSI, pas grand-chose à voir,
Et donc, ce sont tous les fonds en gestion partagée, pour faire simple. Ce sont vraiment tous les fonds en gestion partagée. Et donc là, il y aura des décisions aussi de nature nationale qui relèveront du Premier ministre, naturellement, pour voir comment on alloue effectivement ces fonds. Mais notre travail, nous, il est vraiment de redonner toute sa visibilité au POSEI. Et là aussi, pour être dans la pratique, ça veut dire quoi en termes de négociation? Ça veut dire que les dispositions relatives au POSEI, qui aujourd'hui sont dans le grand document horizontal, nous, on aimerait qu'elles soient reventilées dans le règlement sectoriel PAC, pour que les gens qui connaissent ça, parce que vous avez un grand règlement, pardon, je suis peut-être trop abstrait, vous avez un grand règlement horizontal qui va définir ce que doivent être les futurs plans nationaux que j'évoquais il y a un instant. Mais après, vous avez quand même des règlements sectoriels, où il est important que ceux dont c'est le métier, ceux qui gèrent les questions agricoles, ceux qui gèrent les questions de pêche, ceux qui gèrent les questions de cohésion, puissent aussi vraiment s'en emparer. Et là, je parle de Bruxelles, je parle des conseils de l'Union européenne. Et donc, il y a un exercice de reventilation, c'est pas très joli, mais c'est ça qu'on fait, des dispositions qui n'ont pas de caractère horizontal et qui mériteraient d'être versées dans les règlements sectoriels pour que ceux qui les connaissent bien puissent en traiter. Ça concerne notamment le POSEI. Sur le taux de cofinancement, 15%. Ce taux de cofinancement à 15%, c'est l'actuel taux de cofinancement. Et comme je le disais dans mon propos, à l'heure où nous nous parlons, il n'a pas été de nature à empêcher qu'on arrive à consommer. Il y a toujours cette crainte, ce risque de sous-consommation, comme je le disais dans mon propos. Voilà, je ne dis pas ça pour dire qu'on n'est pas prêt à regarder le sujet. On est parfaitement prêt à regarder le sujet en regardant si ce taux de cofinancement à 15%, on ne peut pas en faire quelque chose, si effectivement il apparaît que c'est compliqué pour certaines de ces RUP. Mais je voulais rappeler cet élément-là. Sur la distinction, monsieur le sénateur, sur effectivement... les RUP ne sont pas toutes les mêmes. Je crois qu'on dit vraiment la même chose. Je partage tout à fait. Et moi, j'ai pointé cette différence-là parce que parfois, effectivement, certains peuvent avoir le sentiment que parce qu'il n'y a pas de problème dans les Açores, à Madère et dans les Canaries, c'est qu'il n'y a pas vraiment de problème objectif. Et donc, c'est là qu'on a un problème, nous, France. Donc, à nous, effectivement, de porter cette idée, tout en travaillant avec les Portugais et les Espagnols, que même à l'intérieur de la catégorie RUP, effectivement, il y a des situations différentes. Et il faut peut-être réfléchir, moi je suis tout à fait ouvert à ce qu'on le fasse avec les collègues, à des modalités différenciées d'approche du sujet pour travailler. Vous avez parlé de règles particulières qui pourraient être envisagées. Regardons ce qui peut être pertinent. Pour les fonds en gestion partagée, peut-être aussi pour les fonds en gestion directe. C'est assez iconoclaste, je me permets juste de le dire, mais sincèrement, on est là aussi pour être inventif. Enfin, j'avais le sentiment d'avoir un dernier point. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de majeur? Pardonnez-moi. Alors, il y a des sujets purement nationaux qui me dépassent, vous le comprendrez aisément, qui ne sont pas de mon ressort. Monsieur le sénateur, j'ai oublié des choses dans la réponse à vos questions? Non, je crois que j'ai à peu... Mais je vous ai peut-être pas satisfait dans mes réponses. C'est un autre point, mais... J'oserais pas vous dire ça comme ça. Je suis quelqu'un de diplomate. Enfin, encore une fois, on va se battre. Vous êtes pour rien. Vous avez, nous, oui, ça, les choix politiques me dépassent. Mais en tout cas, sur ce qu'on va faire dans cette négociation, c'est se battre vraiment pour que... d'accord, la Commission, elle change d'architecture. Très bien. Est-ce qu'à la fin, on s'y retrouve? C'est ça le sujet. C'est exactement le même raisonnement qu'on a de manière générale sur la PAC. La PAC, aujourd'hui, vous avez 65 milliards d'euros en 2021-2027, en euros courants, c'est 65 milliards d'euros, la PAC. Quand je regarde la proposition de la Commission, la partie sanctuarisée de la PAC, c'est 50,9. D'où les inquiétudes légitimes exprimées par les agriculteurs. Il y a eu déjà de premières réassurances apportées par la présidente de la Commission européenne, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, où elle a envoyé quelques messages. Très bien, ça va dans le bon sens. On a remis, comme dirait le Premier ministre, la négociation sur les bons rails, mais la négociation, elle n'est pas du tout terminée. Elle commence à peine. Donc on est très offensif sur la PAC, l'inflation, le POSEI, et un point aussi qui a son intérêt aussi, je pense, pour les régions ultramarines, parce que, aussi éloignées soient-elles, elles font partie de ce marché intérieur, c'est que vous avez un danger de renationalisation de la PAC, que peut-être vous avez identifié. Or, la renationalisation de la PAC, c'est très, très dangereux, parce qu'on n'a pas envie de connaître au plan du marché intérieur des problèmes de concurrence déloyale qu'on connaît déjà trop au plan
extérieur. Donc voilà, donc on est très offensif, mais quand je reprends l'enveloppe de 90 milliards, on peut reconstituer à minima les enveloppes. Une fois que j'ai dit ça, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler à obtenir plus, évidemment. Merci pour tous ces éléments. C'est vrai que c'est un sujet passionnant et les exemples et parfois certaines aberrations sont criantes pour ne pas revenir en boucle sur le sujet. L'obligation des véhicules électriques à l'horizon 2035 dans les territoires ultramarins, ce n'est absolument pas adapté. Pas adapté dans la mesure où, compte tenu de la topographie, je parle de la Réunion, je parle des îles Marquises, je vois mal comment des véhicules électriques pourront circuler compte tenu du réseau routier, de la dangerosité parfois des circuits, mais dans un autre domaine lié au recyclage des batteries, parce que les compagnies maritimes ne veulent pas reprendre les batteries qu'elles considèrent trop dangereuses. Et pour ne citer que le cas de Saint-Barthélemy, où nous avons déjà lancé une politique de véhicules de mise à circulation de véhicules électriques, nous avons un stock de batteries dont pour l'instant nous ne savons quoi faire, parce qu'il faut les conditionner dans des sarcophages. On ne peut conditionner que 3 batteries par sarcophage et chaque sarcophage coûte 8 000 €. Donc vous imaginez le surcoût pour traiter ces batteries. Si nous pouvions, par exemple, les traiter dans l'environnement proche, en Amérique ou en Amérique centrale, en Amérique latine, ce serait peut-être aussi des opportunités à regarder. Donc voilà, mais je vous dis, les exemples sont extrêmement nombreux. On ne va pas tout déballer, mais nous sommes preneuses. Ce qui s'ouvre là sur l'omnibus, une consultation publique a été lancée par la Commission européenne à laquelle nous allons naturellement répondre. On a envoyé ce document d'ores et déjà en août dernier, comme je vous disais, mais on va y répondre. Toutes les mesures complémentaires auxquelles on peut penser, c'est l'occasion de les proposer à la Commission. On est vraiment à votre disposition pour coordonner cet exercice avec vous, parce qu'il est certain qu'on a dû oublier des choses, parce que vous me dites là sur base, moi je n'étais pas, voilà, pas exactement. Je ne ferai pas tout le listing, mais voilà, ce sont des petites incohérences, mais c'est vraiment très très important. Pareil, 99% de l'alimentation arrive d'Europe. Mais quand vous avez une tempête sur l'océan et que le porte-container arrive avec 15 jours de retard, vous avez un gaspillage monstre parce que les aliments sont périmés. Donc voilà, nous avions d'ailleurs, je vous offrirai avec plaisir les travaux que nous avons menés sur la coopération régionale avec certaines recommandations, et notamment une des recommandations phares, c'était de mettre en place les PVE U qu'on appelle ultramarines, les pays de voisinage européen pour développer au sein des bassins caribéens des relations beaucoup plus étroites, des relations commerciales. Et comme vous le dites, la France et l'Europe pourraient être tête de pont, parce qu'on voit de plus en plus apparaître dans les petites îles qui ne sont plus assujetties, qui sont sorties à cause du Brexit, vous avez les puissances chinoises et personne n'en parle. Vous avez aussi, on parle des ingérences, ingérences, nous avons la zone exclusive la plus grande, effectivement, mais que fait-on de cette zone exclusive? Nous avons mis en place un sanctuaire à Goa pour préserver les baleines. Or, la Dominique autorise le Japon à venir pêcher les baleines. Donc, on sanctuarise les baleines pour que le Japon vienne les pêcher. Enfin, voilà, il y a vraiment un travail. Oui. Voilà, il y a aussi ce déploiement d'énergie. Les règles en matière de photovoltaïque pourraient être adaptées de telle façon à ce qu'en Outre-mer, ça soit une priorité.
tout de même. Oui, voilà. Désolée, mais c'est un sujet vraiment passionnant et nous sommes à votre disposition aussi pour travailler en étroite collaboration et vous apporter des éléments pour vous soutenir dans vos démarches, parce qu'il est vrai, et je comprends parfaitement ce que vous dites, parce que nous, ultramarins, parfois dans les ministères, sans jeter la pierre au cabinet, mais parfois nous avons en face de nous des personnes qui vous disent, qui n'ont jamais mis les pieds chez vous, qui ne connaissent pas les réalités, qui ne connaissent pas la loi organique qui régit votre territoire, mais pour autant, ils savent mieux que vous ce qui est bon pour votre territoire, et malheureusement, cela crée des frustrations et parfois des tensions que vous pouvez connaître dans les territoires ultramarins. Merci à vous.